Falloujah, à l'ouest de Bagdad. Le bastion des insurgés semble se réveiller au lendemain d'un tremblement de terre. 8 ans après l'invasion américaine, les habitants vivent encore au milieu des ruines. À l'hôpital de Falloujah, les médecins livrent une autre guerre. Comme chaque jour, le service de la maternité est en alerte. Un bébé déformé vient de naître. C'est le 5e cas cette semaine. Ce nouveau-né souffre de malformations graves. D'après les médecins, il survivra, mais il risque de ne jamais pouvoir marcher. Il a besoin d'une opération. Pour l'instant, il est trop faible, donc on le garde en observation. Nous avons pu voir beaucoup d'autres types de déformations. Il y a des bébés qui naissent sans crâne, sans organes, ou parfois les jambes sont complètement tordues. Regardez-moi ces petites jambes. La mère de ce nouveau-né est sous le choc. Cette femme a eu 3 enfants avant celui-ci, nés sans aucun problème de santé. Ce bébé déformé est le premier cas de ce genre dans sa famille. Le phénomène est en pleine explosion. À Falloujah, une naissance sur 5 serait concernée par une malformation congénitale. Pour ce médecin, il n'y a plus qu'une solution, et elle est radicale. Aujourd'hui, je déconseille fortement à toutes les femmes de la ville d'avoir des enfants. Comment en est-on arrivé là? Ces bébés sont tous nés après 2004, date à laquelle Falloujah a connu l'une des batailles les plus violentes du pays. Durant plusieurs semaines, les bombardiers pilonnent la ville. 15 000 soldats de la coalition écrasent Falloujah. En face, 2000 combattants irakiens munis de kalachnikovs et de lance-roquettes. L'aviation américaine lâchera des centaines de tonnes de missiles. Impact. Sur ces images, on aperçoit des boules de feu qui tombent sur la ville. C'est le phosphore blanc, une arme chimique et incendiaire. Aujourd'hui, ces bombardements sont accusés d'avoir provoqué les malformations des enfants de Falloujah. Bagdad, hiver 2011. Comment sait-on qu'une ville n'est plus en guerre? Peut-être en observant ses passants arpenter les rues. En Irak, la paix s'installe progressivement, mais l'odeur de la guerre plane encore. La capitale irakienne alterne entre jours sanglants et jours paisibles. L'armée américaine s'est engagée à quitter le pays au mois de décembre. Elle laissera place à la police et à l'armée irakienne. Ces embouteillages, c'est le versant paisible de l'Irak. La ville semble revivre, avec des commerces fraîchement aménagés et des habitants qui font tranquillement leurs courses dans le centre-ville. Un centre-ville où l'on retrouve l'opulence de l'avant-guerre. Mais la guerre est-elle vraiment terminée? Si la situation s'est améliorée à Bagdad, d'autres villes sont jetées aux oubliettes. Falloujah, par exemple, c'est la ville d'origine de mes parents. Après la guerre, cette ville est devenue inaccessible. Seuls ses habitants ont le droit d'y entrer librement. Mais j'ai de la famille et des contacts là-bas. Et surtout, je parle l'arabe d'Irak. Je prends contact avec un ami de Falloujah. Viens à 15h près de la statue. Je viendrai te chercher et on ira là où tu veux aller. Voici Abou Younes. Il a 32 ans. C'est un ancien joueur de football de l'équipe de Falloujah, aujourd'hui au chômage. J'avais fait sa connaissance lors d'un reportage il y a 4 ans. C'est lui qui m'avait signalé l'existence de bébés gravement déformés. S'il est venu me chercher jusqu'à Bagdad, c'est parce qu'il m'est impossible de me rendre à Falloujah sans son aide. Cette route est sous haute surveillance. Pour faire les 50 km qui séparent Bagdad de Falloujah, nous passerons plus d'une vingtaine de checkpoints. La ville se trouve en plein triangle sunnite,
surnommé le Triangle de la mort par les Américains. 1500 soldats ont été tués dans cette région. C'est un tiers des pertes américaines en Irak. Falloujah est la première ville à avoir combattu les soldats américains. Elle s'est rendue célèbre en les expulsant de la ville et en leur causant beaucoup de pertes humaines. À tel point que les gens se sont dit comment une petite ville comme Falloujah a pu résister contre la plus puissante armée au monde. En mars 2004, 4 mercenaires sous contrat avec l'armée américaine sont tués dans leur véhicule à l'entrée de la ville. Leurs corps mutilés sont traînés dans la rue, puis suspendus sur ce pont comme des trophées. C'est l'un des premiers actes de violence contre les États-Unis. Ces images vont faire le tour du monde. C'est le début d'une escalade qui aboutira à la bataille de Falloujah en novembre 2004. Bilan, 153 djihadistes tués et 3500 morts côté irakien. Falloujah est devenu un symbole de l'insurrection, la bête noire des Américains. Du coup, l'armée a imposé un contrôle très strict dans la ville. Les empreintes oculaires et digitales de chaque habitant ont été enregistrées dans les fichiers de l'armée américaine. Jamais une ville n'aura subi un tel traitement. Les habitants recevront même des cartes biométriques. Ce badge me permet d'entrer et de sortir de Falloujah. 7 ans plus tard, les badges ne sont plus obligatoires. La ville est passée sous le contrôle de l'armée irakienne, mais Falloujah reste le lieu le plus difficile d'accès du pays. Pour entrer, il te faut un garant. Il faut qu'il soit de Falloujah. C'est pour des raisons de sécurité qu'on me demande de me porter garant pour toi. Donc on n'entre pas comme ça à Falloujah? Non, pas comme ça, non. À l'approche de la ville, la tension monte dans la voiture. Arrête de filmer. Descends la caméra, descends la caméra. Nous voici à l'entrée de Falloujah, à 100 mètres d'un véritable poste frontière à l'intérieur du pays. L'armée irakienne contrôle chaque voiture qui passe. Pour entrer avec une caméra, il faut une autorisation spéciale et être accompagné d'une escorte armée. Mais pour être libre de nos mouvements, nous préférons entrer illégalement. Il y a plusieurs voitures. Nous sommes dans la 3e. On t'attend. Viens nous chercher. Grâce à Abou Younes, l'un des soldats nous ouvrira le passage. Pour préserver sa sécurité, nous éviterons de le filmer. Après 1 heure d'attente, nous finissons par passer le checkpoint. Bienvenue à Falloujah, 300 000 habitants, une ville considérée comme la plus dangereuse d'Irak. Ici, rien n'a vraiment changé depuis la bataille. La vie reprend, les rues sont bondées, mais les traces de la guerre sont toujours là. Et les soldats irakiens continuent de patrouiller. Dans cette ville-prison, il est difficile de se faire discret avec une caméra. Alors pour sécuriser tous nos déplacements à l'intérieur de Falloujah, Abou Younes suivra nos pas. Il sera notre ange gardien. Ce quartier est l'un des plus touchés par les bombardements. La moitié des bâtiments sont en ruine, pas un mur sans impact de balles. Cet ancien militaire irakien était dans la ville durant l'assaut américain. Il habite juste en face de cet immeuble complètement détruit. Durant les bombardements, il a remarqué des explosions suspectes. Juste après le début des bombardements, le paysage a changé. Même le ciel a changé d'aspect. Le ciel est devenu jaune. Ça a duré plusieurs jours. Même les explosions étaient anormales. Moi, j'étais officier dans l'armée irakienne de l'Ancien Régime. J'ai fait 7 ans de guerre contre l'Iran. Donc, des bombes et des missiles, j'en ai vu. Je sais de quoi je parle. Mais ces bombes américaines, quand elles explosent, elles produisent quelque chose d'anormal que je n'avais jamais vu avant. Ces bombes étranges dont parle cet habitant, c'est le phosphore blanc. Une arme chimique et incendiaire, souvent comparée au napalm utilisé au Vietnam. Selon le traité de Genève,
Il est interdit, en toutes circonstances, de faire de la population civile l'objet d'une attaque au moyen d'armes incendiaires. En clair, l'utilisation du phosphore blanc est interdite dans les zones de population. L'armée américaine prétend l'avoir utilisé uniquement pour éclairer les zones de combat. Pourtant, à Falloujah, des milliers d'habitants étaient encore dans la ville pendant les bombardements. Abou Younes me donne rendez-vous au cimetière des Martyrs, un ancien stade de football. 3500 corps y sont enterrés, combattants et civils réunis. C'est ici qu'Abou Younes jouait au football. Aujourd'hui, il vient se recueillir auprès d'anciens coéquipiers devenus des martyrs. Certains footballeurs qui jouaient dans ce stade sont enterrés ici. Même l'entraîneur, on l'appelait Khalil Cowboy. Il a été tué par les Américains. 13 joueurs de l'équipe de Falloujah sont enterrés dans leur propre stade de football. Cet homme est le gardien du cimetière. Un jour de novembre 2004, alors qu'il enterre les victimes des combats, il fait une étrange découverte. Les Américains m'ont apporté des sacs. Je pensais que c'était une aide humanitaire. Mais quand je les ai ouverts, regardez ce que j'ai trouvé. Des morceaux d'os et des vêtements intacts. Leur traducteur m'a dit que ces cadavres n'étaient pas américains. C'est pour ça qu'ils nous les ont rendus. Le gardien aurait récupéré près de 500 corps non identifiés. Il les a tous pris en photo avant de les enterrer dans le cimetière. Nous avons posé la question à des médecins. Ils nous ont dit, s'il n'y a que les os et que les vêtements sont intacts, c'est à cause du phosphore blanc. Et cet homme, qu'est-ce qui lui est arrivé? Ah ça, on dirait que c'est à cause d'une arme chimique. Seul Dieu sait ce que c'est. Mais ça, c'est du phosphore, là aussi. Pour le gardien, il n'y a aucun doute, c'est le phosphore blanc qui a tué ces hommes. L'armée américaine aurait-elle utilisé cette arme contre la population? Que se cache-t-il réellement derrière ces photos? Pour trouver des réponses, je dois me rendre aux États-Unis. Loin de l'Irak et de ses bâtiments en ruine, Boston. J'ai pris contact avec Ross Caputi, un ancien marine âgé de 27 ans qui a combattu à Falloujah. Avec son look d'adolescent, Ross Caputi est déjà un vétéran de la guerre. Traumatisé par son expérience, il a décidé de témoigner. Ça, c'est moi. C'est à Falloujah. J'ai vraiment honte d'avoir posé sur cette photo. J'avais un bandana et je voulais paraître dur. C'est la mentalité qu'on avait. Nous étions des guerriers. Ça, c'est le genre de photo qu'on rêve de montrer aux copains. À Falloujah, Ross était opérateur radio. C'est lui qui transmettait toutes les informations aux autres soldats. Il était donc en première ligne. Avant l'invasion de la ville, on nous a dit que ce serait la plus grande bataille depuis celle de Hue au Vietnam. On bombardait lourdement à ce moment-là. Nous étions positionnés sur une colline au-dessus de Falloujah. Nous avions une vue d'ensemble sur la ville la nuit avant le début du siège. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu de mes propres yeux le phosphore blanc. Je me rappelle très bien avoir eu ce sentiment étrange que ça ne pouvait pas être légal. Je me rappelle avoir vu le phosphore blanc se répandre dans le vent. Et j'ai demandé à mon lieutenant qui était à côté de moi, « C'est légal ce truc ?» Il m'a répondu, « Oui, c'est légal, car nous nous en servons comme écran de fumée et pas comme arme offensive. » Mais il y avait des milliers de civils qui n'avaient pas pu quitter la ville. Donc il y avait une grande possibilité que ça tombe sur eux. Le phosphore blanc aurait donc bien été déversé au-dessus de la population. Je me sens vraiment coupable. Aujourd'hui, je suis conscient du nombre de personnes qu'on a blessées ou tuées. Et ce n'est pas facile de vivre avec ça. Ross Caputi a décidé de quitter l'armée suite à la bataille de Falloujah. Il a créé une association pour tenter de sensibiliser l'opinion américaine sur son expérience de soldat en Irak.
Je me souviens que dans mon unité, personne ne cherchait à savoir qui étaient les insurgés et les moudjahidines. Tout le monde se contentait de penser qu'ils étaient tous des terroristes, des kamikazes, des fous anti-américains. Si Roscaputi dénonce l'utilisation du phosphore blanc, d'autres militaires s'en félicitent. En mars 2005, un commandant de l'armée américaine a fait des révélations surprenantes. Dans cette revue de l'armée, il affirme que l'utilisation du phosphore blanc s'est révélée très efficace à Falloujah. Il ajoute l'avoir employé volontairement contre des insurgés. C'est ce que le commandant appelle la mission Shake and Bake, secouer et cuire. Selon ce haut gradé, le phosphore blanc a été utilisé en Irak pour tuer. Face à ces preuves accablantes, la presse internationale s'empare du sujet. Il faudra attendre le 16 novembre 2005 pour que l'administration américaine admette officiellement devant les médias avoir bombardé la ville au phosphore blanc. Retour à Falloujah. 7 ans après les bombardements, la population est convaincue que le phosphore blanc tue encore. C'est le cas de Khalil. Il habite dans le quartier Jolan, l'un des plus touchés par les bombardements. En 2005, Khalil a fondé la première association des victimes de la guerre. Son but est d'accumuler un maximum d'informations. Et ça commence par ses dossiers d'enfants malades. Cet enfant, par exemple, a eu une tumeur au cerveau juste après les bombardements de 2004. C'est pareil pour ce cas. Un problème de malformation grave dès la naissance. Nous, on enregistre ces informations. On établit un dossier médical et on les transmet à des médecins et à des associations. Ce que l'on veut, c'est trouver une solution pour ces familles. Le bureau est modeste. Khalil n'a pas de grands moyens, pas même un ordinateur pour enregistrer toutes ces informations. Il semble dépassé par les événements. Ces maladies, on ne les connaissait pas avant. Les Américains étaient censés nous apporter la modernité, mais ils nous ont renvoyés à l'âge de pierre. Khalil a accepté de nous fournir les dossiers d'enfants malades. Selon lui, la majorité des cas de maladies rares concernent des enfants de moins de 10 ans. Comme Ziad. Il est né après l'assaut de 2004 avec une malformation grave. Dans cette famille, c'est le premier cas de ce genre. On l'a opéré à l'âge de 47 jours. La maison dans laquelle on vivait a été bombardée. En rentrant, j'ai nettoyé toute la maison. Peut-être que c'est à cause de ça, je ne sais pas. Votre maison a été bombardée pendant la bataille? Oui, oui. Un missile l'a atteint. La moitié de la maison avait été détruite. Tout, le salon, ma chambre, tout a été détruit. Les meubles aussi. Il nous reste ce placard, c'est tout. Nous avons tout reconstruit nous-mêmes. Un an après, mon enfant est né avec une malformation. Et on m'a dit que c'était lié au bombardement. Et vous êtes resté combien de temps dans cette maison? 2 ans. Nous avons quitté la maison 1 an après mon accouchement. Pourquoi des enfants qui n'ont pas vécu la guerre et qui n'ont pas été directement exposés au phosphore blanc sont-ils victimes de malformations? Qu'en disent les autorités irakiennes? S'agit-il d'un problème de santé publique? À Falloujah, seul le ministère de l'Environnement a accepté de nous parler. Nous n'avons pas fait d'études de l'environnement. Il était impossible de faire des analyses. Les bombardements ont commencé en 2004, ensuite en 2005, 2006, jusqu'en 2010. Ce n'est qu'en 2010 que les Américains ont quitté la ville. Quand un citoyen se baissait pour ramasser quelque chose, par exemple, il passait pour un poseur de bombes. Et un sniper américain pouvait lui tirer dessus.
Je peux vous dire que c'est déjà arrivé plusieurs fois. Alors, pour nous, il était impossible de venir dans n'importe quelle de ces zones avec nos appareils pour faire des analyses. C'était trop dangereux, beaucoup trop dangereux. À Falloujah, personne n'a les moyens d'enquêter sur les causes des maladies, pas même le ministère de l'Environnement irakien. Cette recrudescence d'enfants déformés n'est pas la priorité des autorités. L'ancienne ville rebelle est mise à l'écart par son propre gouvernement. L'omerta règne à Falloujah. Depuis la fin de la guerre, une seule étude permet d'en savoir plus. Publiée dans une grande revue médicale, elle a été réalisée à Falloujah en 2009. Ce document donne des résultats inquiétants sur l'augmentation du nombre de bébés déformés. Il révèle une explosion des cas depuis 2005, soit 1 an après la bataille de 2004. Aberystwyth, au nord de l'Angleterre. L'auteur de cette étude, c'est le professeur Chris Busby, un scientifique britannique spécialiste de la radioactivité. Il est le secrétaire du Comité européen sur le risque de l'irradiation. Chris Busby est régulièrement l'invité des grands médias. Avec son béret noir, il est devenu une figure incontournable de la BBC et d'Al Jazeera. Dernièrement, il a été consulté sur les conséquences de la crise nucléaire à Fukushima. Contrairement aux autorités irakiennes, lui a enquêté à Falloujah. La seule chose à faire, c'est de frapper aux portes et de poser des questions. Combien de personnes ont été atteintes d'un cancer ces 5 dernières années? Qui vit ici? C'est vraiment simple. Si vous savez qui vit ici et quel âge ont ces personnes, vous pouvez prédire combien de cancers ils auront en se basant sur le taux national. Vous faites un calcul et vous obtenez le taux de risque. C'est ce qu'on a fait. Et vous êtes allé à Falloujah? Non, impossible. J'ai trop d'ennemis là-bas. Je n'ai pas pris le risque de me prendre une balle dans la tête. Comment avez-vous fait alors? Je leur ai tout simplement dit comment faire. J'ai créé un questionnaire basé sur ceux que j'avais fait avant. Et même pour l'équipe irakienne recrutée par Chris Busby, la tâche était compliquée. Dans certains quartiers, ils ont été agressés. Avec leurs questions, on les prenait pour des espions. On a alors demandé à des gens connus et respectés des habitants de les accompagner pour éviter les problèmes. À la fin de notre enquête, le gouvernement irakien s'en est aperçu. Il a diffusé une campagne de dénigrement disant que nous étions des terroristes et que ceux qui répondraient aux questions seraient envoyés en prison. Mais c'était trop tard, nous l'avions fait. En plus du questionnaire, Chris Busby a demandé des échantillons de terre et d'eau. Des cheveux ont également été prélevés sur les habitants. Le résultat des analyses est étonnant. En étudiant ces échantillons de plus près, j'ai trouvé 52 éléments différents. Il y avait du strontium, barium, niodymium, du cobalt, césium, calcium, la liste est longue. Mais le seul élément qui peut expliquer les malformations congénitales et les cancers, c'est l'uranium. Selon lui, ce n'est pas le phosphore blanc qui condamne les habitants de Falloujah, mais l'uranium. À Falloujah, on sait maintenant que l'uranium est présent comme le prouvent les échantillons de cheveux. Le taux de leucémie est 38 fois plus élevé qu'en Égypte par exemple. Celui du cancer du sein est 10 fois plus élevé. Et les cancers chez les enfants, 14 fois plus. C'est énorme. Jamais des taux de ce niveau n'ont été enregistrés dans aucune étude épidémiologique. Nulle part ailleurs, jamais. C'est le plus grand taux de dommages génétiques dans le monde. C'est pire qu'à Hiroshima. Pourquoi Falloujah est-elle comparée à Hiroshima? Comment de l'uranium a-t-il pu se retrouver dans cette ville? Officiellement, aucune arme nucléaire n'a été utilisée à Falloujah. Je poursuis mon enquête à Champaign, à 200 km de Chicago, aux États-Unis. C'est ici que vit Doug Rock.
Entrez, entrez. Pour Doug Rock, la présence d'uranium à Falloujah n'est pas une surprise. Cet ancien haut gradé a servi plus de 35 ans dans l'armée américaine, notamment pendant la Première Guerre du Golfe. Il était alors responsable d'un programme de recherche sur les conséquences d'une nouvelle arme à l'uranium. Après l'avoir testé pour le compte du Pentagone, il en a été la première victime. Il souffre aujourd'hui de plusieurs cancers et de problèmes rénaux. Ce sont des tests effectués dans le Nevada. On faisait exploser et brûler des tanks. Ce que vous voyez là est l'impact direct des munitions à l'uranium. L'uranium brûle, brûle et brûle. Regardez combien de temps ça dure. Il affirme que l'uranium est utilisé dans les munitions américaines depuis 1991. Dans les missiles, les obus de chars et les blindages de véhicules militaires. Quand j'ai montré ça à mes hommes, ils ont trouvé ça génial. Vous devez comprendre, le but, c'est tuer et détruire. Les munitions à l'uranium, c'est ce qu'il y a de mieux. Ça fait des bombes ultra performantes. L'uranium permet de transpercer n'importe quoi. En plus, les éclats de cette arme provoquent des incendies. Ça brûle tout à l'intérieur. L'uranium est un minerai exploité dans les centrales nucléaires. Une partie est enrichie, elle sert de combustible pour les réacteurs. Le reste, ce sont des déchets radioactifs, l'uranium appauvri. Son stockage coûte très cher. L'armée américaine a donc décidé d'en utiliser une partie pour la fabrication de munitions et de blindage. Pour Doug Rock, l'uranium appauvri est tout simplement une arme nucléaire. Ce sont des déchets radioactifs très toxiques. C'est radioactif pour l'éternité. C'est une bombe sale. C'est une bombe nucléaire. Ce sont des déchets nucléaires utilisés pour tuer et détruire. Ils contaminent l'air, l'eau, la terre et la nourriture. Ça sera contaminé pour l'éternité. Cette arme a été employée pour la première fois en Irak en 1991. À l'époque, l'armée américaine avait demandé à Doug d'inspecter des tonnes de carcasses de chars irakiens, détruits par des missiles à l'uranium appauvri. Résultat, Doug et son équipe ont été gravement contaminés en inhalant de la poussière d'uranium. Aujourd'hui, Doug est l'un des rares survivants du groupe. Regarde comme j'étais en bonne santé à l'époque. Rien à voir avec maintenant. J'étais en pleine forme, aujourd'hui je suis malade. Ça valait pas le coup. Trop de gens sont malades, trop de gens sont morts. Depuis la prise de cette photo, 21 membres de son équipe sont décédés. En revenant d'Irak, Doug a rendu un rapport défavorable à l'usage de l'uranium appauvri. Quand je leur ai dit que c'était trop dangereux et qu'on ne pouvait pas nettoyer le sol, ils m'ont viré. Nous ne voulons plus t'entendre. Tu fais ton job, ok, mais ferme-la et dégage. L'armée américaine n'a jamais tenu compte des recommandations de Doug Rock. Vous pensez qu'ils l'ont utilisé à Falloujah? Oui, énormément à Falloujah et même de manière intensive. Dans tous les endroits où ils l'ont utilisé, il y a des problèmes de santé. J'ai essayé de nettoyer. C'est impossible. C'est pour ça que je leur avais dit d'arrêter. Pour en savoir plus, je cherche à joindre le colonel Peter Newell. Il était en charge de la bataille de Falloujah en 2004. Je ne réussirai jamais à obtenir une interview, ni même une réponse par téléphone. Je ne peux pas vous répondre tout de suite. Je vais vous donner une adresse email, vous pourrez envoyer vos questions et on vous répondra. La question semble gêner. La seule réponse que j'obtiendrai est un lien vers une page internet de l'armée américaine. Cet article vante les mérites de l'uranium appauvri et minimise sa dangerosité. La seule allusion aux conséquences sanitaires est dans cette phrase. Le département à la Défense a étudié et continue d'étudier les conséquences de l'uranium appauvri sur la santé et l'environnement. Nous n'en saurons pas plus. Pour l'armée américaine, l'utilisation de l'uranium appauvri est un tabou. Seul un ancien haut fonctionnaire à la Défense a accepté de s'exprimer. Bing West était aux côtés des Marines durant la bataille de Falloujah. Il en a tiré un livre reconnu aux États-Unis, comme la référence sur la stratégie américaine dans la ville rebelle. 1 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
Vous pensez qu'il y a un lien entre l'uranium appauvri et les problèmes de santé à Fallujah? Ça n'a aucun sens. L'uranium appauvri, une bombe est une bombe. On ne va pas envoyer une bombe radioactive alors que les Marines sont sur le terrain. Sinon, ils mourraient tous. Si un scientifique prouve qu'il y a un lien entre ces maladies et une arme militaire, cette arme ne devrait pas être utilisée sauf cas exceptionnel. D'ailleurs, s'il y avait effectivement un lien, les premières personnes à être atteintes seraient les soldats eux-mêmes. Et je ne connais aucun soldat américain se plaignant de l'uranium appauvri. Pourtant, il n'est pas si difficile de trouver des soldats américains contaminés par l'uranium appauvri. À quelques kilomètres de New York, Gerhardt, Janice et leurs enfants ont toutes les apparences d'une famille américaine modèle. Il me fatigue, ce chien. À un détail près, en 2003, Gerhardt Matthew a servi plus de 6 mois en Irak. En Irak, j'étais chauffeur de camion. Je transportais des véhicules blindés touchés par des missiles. Le matériel bougeait dans le camion, donc on devait le manipuler. C'est ça qui a dû nous causer des problèmes. On touchait à ce matériel et on dormait à proximité des camions. Gerhardt est tombé malade quelques mois plus tard. Les premiers symptômes semblaient anodins, de simples maux de tête et des troubles de la vue. Mais son état s'est vite dégradé. Début de tumeur au cerveau, problèmes rénaux, la liste est longue. Je ne contrôle plus ma vessie. Je vais vous montrer à quel point c'est un problème. Aujourd'hui, Gerhardt est obligé de porter des couches. Mais il y a plus grave. Sa fille Victoria, conçue après son retour d'Irak, présente une malformation à la main droite. Cette image rappelle les bébés déformés de Fallujah. Son histoire a fait la une des médias dans le monde entier. Gerhardt n'est pas le seul à être tombé malade. 8 de ses camarades ayant servi en Irak ont eu les mêmes symptômes. Des tests d'urine révéleront des taux anormaux d'uranium. On ne m'a jamais parlé d'uranium appauvri dans l'armée. Je n'ai jamais eu de formation sur la manière de manipuler ces équipements contaminés. Je ne savais même pas ce que c'était l'uranium appauvri. La dernière fois que j'en ai entendu parler, c'était en cours de chimie. Gerhardt pense avoir été contaminé pendant sa mission en Irak. Il a décidé de porter plainte contre l'armée américaine. Selon lui, elle aurait enfreint les règles de sécurité en l'exposant à du matériel radioactif. Son épouse est allée encore plus loin. Ma femme a écrit à tous les députés et sénateurs américains. Là, par exemple, c'est une réponse de l'un d'entre eux. À l'époque, même le bureau du président Bush s'était saisi du dossier. Voici une lettre du secrétaire de Bush que je trouve très énervante. Elle dit « Par la voix du président Bush, merci de votre lettre. La Maison-Blanche a pris en compte votre demande et vous renvoie vers le ministère de la Défense, de la Santé et le département d'aide sociale. C'est tout ce qu'on a reçu. » Pas d'assistance, ni aucune réponse à ces questions. J'aurais préféré des excuses. Aujourd'hui encore, mon mari dit aimer les Marines. Et je ne comprends pas pourquoi. Il dit toujours qu'il souhaite être enterré dans son uniforme s'il lui arrive quelque chose. Et ça me met en colère. Je ne comprends pas comment on peut être aussi fidèle. Et je ne comprends pas comment le gouvernement peut traiter un homme de cette manière alors qu'il honore toujours son pays. L'armée refuse de reconnaître sa responsabilité. 6 mois en Irak ont suffi à briser la vie de Gerhardt et de sa famille. À Fallujah, des milliers d'habitants vivent toujours dans ces immeubles détruits par les bombardements américains. 7 ans dans une ville contaminée. À l'hôpital de Fallujah, le personnel est démuni. L'hôpital manque cruellement d'équipement médical.
Il n'y a rien à faire pour sauver ces enfants. Alors pour garder les preuves de leur naissance, un photographe a été réquisitionné par les médecins. Pourquoi vous le prenez en photo? C'est pour notre base de données. On l'actualise tous les mois. Ces photos sont insoutenables. La plupart de ces bébés ne survivront que quelques heures. Chaque mois, une vingtaine comme eux naissent et meurent dans cet hôpital. C'est sans compter les autres nourrissons atteints de maladies graves. La plupart des familles préfèrent que les enfants meurent. Un jour, un père m'a dit « À chaque fois que je vois mon fils déformé, je meurs. » Une génération sacrifiée. Et combien d'autres? Pour ces enfants, il est déjà trop tard. Les Irakiens sont impuissants face à cette catastrophe humaine. Pour éviter que la tragédie de Falloujah ne se reproduise ailleurs, certains en Europe commencent à se mobiliser. À Londres, à 2 pas du Parlement britannique, Bunny Easton campe tous les jours sur ce trottoir. Cet homme milite contre la guerre en Irak depuis 2005. L'endroit est bien choisi pour attirer l'attention. Au pied de Big Ben, où se mêlent londoniens et touristes. Soutenez notre campagne de paix sur Internet. Derrière lui, des photos de bébés déformés sont exposées à la vue de tous. Des images choc pour tenter de sensibiliser l'opinion publique. Notre but, c'est d'exposer la cruauté de la guerre et des armes. Les débris des bombes, des missiles et des carcasses de blindés sont faits d'uranium appauvri. Ce sont des déchets nucléaires qu'on a déversés là-bas. Sur notre affiche derrière, nous avons un slogan très clair. Il dit « C'est une autre guerre nucléaire ». Cette phrase et ces photos de bébés irakiens ne mobilisent pourtant pas grand monde. Mais Bunny Easton n'est pas seul dans ce combat. D'autres militent à plus grande échelle. Un réseau d'ONG présent dans une trentaine de pays tente de faire interdire les armes à l'uranium appauvri. Son siège se trouve à Manchester. Voici quelques documents de notre organisation qui nous servent pendant nos campagnes de sensibilisation. Nous avons fait des résumés parce que l'uranium appauvri, c'est compliqué. On essaie de compiler les informations essentielles dans nos tracts. Celui-là, par exemple, nous l'avons distribué au Parlement britannique pendant une campagne à l'échelle nationale. Nous avons même briefé les députés et nous les informons régulièrement sur le problème. Douglas connaît très bien les conséquences de ces armes à l'uranium. Il travaille dessus depuis la guerre des Balkans en 1994. Depuis, il a élaboré avec son équipe une méthode de travail pour identifier et décontaminer les zones bombardées. Son premier terrain était la Bosnie, où les Américains auraient déjà utilisé des armes à l'uranium appauvri. C'est la carte d'une zone bombardée en Bosnie. L'uranium a été déversé dans cette région en 1994 et 1995. Cette zone est hautement contaminée. Nous avons fait un gros travail pour cartographier les sites touchés par l'uranium. En Bosnie, l'organisation a pu identifier 12 zones hautement contaminées. Grâce à ces informations, le ministère de l'Environnement bosniaque a pu prendre des mesures pour limiter les dégâts. Ce site a été décontaminé en 2007. On ne savait pas où exactement ces bombes étaient tombées. Donc il a fallu ratisser large pour trouver les armes. Ça, ce sont les restes de munitions à l'uranium retrouvés dans le sol. Vous voyez la partie jaune? C'est l'oxyde d'uranium. Il y a 300 grammes d'uranium dans chacune de ces munitions. Grâce à la collaboration des autorités locales, Douglas a pu travailler librement en Bosnie. En Irak, la situation est bien plus compliquée. Le problème en Irak, c'est qu'il y a 3 types de contamination.
Il y a d'abord les débris et munitions de tanks contaminés. Les enfants jouent avec ces débris. Et puis il y a de l'uranium appauvri qui vient des bombardements de l'aviation. Il contamine le sol, l'environnement, les cultures et aussi les habitations. Il y a enfin une troisième forme de contamination, c'est celle des véhicules blindés qui tirent sur les habitations. Tout ça a besoin d'être cartographié. Mais pour l'instant, l'armée américaine n'a pas donné d'informations sur les endroits où ces armes ont été utilisées. C'est un gros problème. Pour obtenir ces informations, les militants sont allés jusqu'à manifester devant l'ambassade des États-Unis en Angleterre. Mais l'armée américaine refuse toujours de communiquer. En attendant, l'ONG s'attaque au gouvernement britannique, accusé à son tour d'avoir utilisé de l'uranium appauvri en Irak. Ces accusations ont même récemment été reprises par une députée britannique en pleine session parlementaire. J'ai lu des rapports inquiétants sur l'augmentation des naissances de bébés déformés à Fallujah. Pourrions-nous avoir un débat? Nous aimerions savoir ce qu'en pense notre ministre des Affaires étrangères et s'il pourrait questionner son homologue américain sur cet héritage de la guerre en Irak. En 2010, le ministère de la Défense britannique finira par reconnaître l'utilisation de l'uranium appauvri en Irak et fournira des informations à l'ONU sur les zones bombardées. L'allié des États-Unis commence à émettre des doutes sur cette arme. Seuls la Belgique, l'Irlande, le Costa Rica et la Nouvelle-Zélande ont banni l'uranium de leurs armes. Mais aujourd'hui, aucune convention internationale ne mentionne l'uranium appauvri dans ses textes, ce qui permet à l'administration américaine de l'utiliser sans être inquiétée. À la faculté de droit de l'Illinois, Francis Boyle affirme que l'on peut poursuivre les États-Unis devant les tribunaux. Cet avocat, diplômé de Harvard, est mondialement connu. Agent orange au Vietnam, syndrome de la guerre du Golfe, le procès de guerre est sa spécialité. Aujourd'hui, Francis Boyle a un nouveau combat, faire reconnaître l'utilisation de l'uranium appauvri comme un crime de guerre. L'emploi des armes à l'uranium appauvri viole le traité de La Haye de 1907 et il viole aussi la Convention de Genève de 1925. Donc l'utilisation de l'uranium est clairement un crime de guerre. Pourquoi on l'utilise si c'est illégal ? Ça ne devrait pas être utilisé. Mais pourquoi les États-Unis utilisent-ils des mines antipersonnelles? C'est la même chose. Nous essayons d'empêcher ça. La question, c'est comment convaincre les États-Unis de respecter les lois internationales. C'est très compliqué, en particulier le Pentagone. Ils vivent dans leur bulle. Voilà pourquoi il est si difficile de faire plier les États-Unis. Selon lui, la seule manière d'y parvenir serait de les isoler sur la scène internationale. Je pense que si on pouvait demander à tous les signataires de la Convention de Genève, comme la France et l'Angleterre, de mettre la pression sur les États-Unis, alors peut-être un jour, ils décideront d'arrêter d'utiliser de l'uranium. Le combat de Francis Boyle semble désespéré. Les États-Unis continuent d'exploiter l'uranium pour développer leur arsenal militaire. En 2003, un an avant la bataille de Fallujah, Donald Rumsfeld, alors secrétaire à la Défense, mentionnait devant le Congrès américain l'utilisation d'une nouvelle arme, le missile Hellfire, le feu de l'enfer. Ce nouveau missile peut tuer à l'intérieur des bâtiments en laissant la structure intacte. Il peut atteindre les ennemis qui se cachent dans les caves et dans les bunkers. Passé inaperçu, cette déclaration annonce pourtant le développement d'un nouveau missile. Il sera testé dès les premiers jours de la guerre en Irak. Des experts ont réagi à la déclaration de Donald Rumsfeld. C'est le cas de Dai Williams, un chercheur en armement. Ce scientifique est membre de l'Institut de recherche pour le désarmement à l'ONU. Selon lui, le missile Hellfire est une bombe de nouvelle génération. Elle sera utilisée à plusieurs reprises lors de la bataille de Fallujah. Les experts appellent ça une arme thermobarique. Ils ont utilisé des bombes thermobariques. Ce sont de nouvelles armes tactiques conçues pour tuer localement.
Ces armes dégagent une température extrême qui carbonise tout. Si une personne se trouve dans un rayon de 50 mètres, elle mourra. L'explosion va aspirer l'air, la pression atmosphérique va tomber et il ne restera que 10% d'oxygène. Donc les poumons implosent, vous ne pouvez plus respirer. Dai Williams a non seulement analysé les photos de bombardements en Irak, mais il a aussi listé les nouveaux types de bombes thermobariques développés par l'armée américaine. Encore une fois, celle-ci reste très discrète sur l'uranium. Il y a 9 bombes différentes, de 100 kg à 2 tonnes. Si vous regardez la description de plus près, il y a écrit « métal dense » ou « charge à haute densité ». Le mot uranium n'est jamais employé. C'est écrit « métal dense » et secret, mais on ne sait jamais de quoi il s'agit. Selon Dai Williams, ces bombes thermobariques auraient été déversées en masse sur les insurgés, réfugiés dans les habitations de Falloujah. Regardez cette fumée. Il y a de la poussière de béton mélangée à de la poussière de bombe. Si c'est de l'uranium, vous avez d'un coup 500 kg de poussière d'uranium qui s'évapore dans l'air un peu partout dans la ville. Les soldats éclatent de rire, mais ils ne réalisent pas qu'ils rient de leur prochain cancer. C'est tellement triste. Hell yeah, bitches! See you in fucking hell, dog. See you in fucking hell. Je pense que Falloujah a été un terrain d'expérimentation pour ces nouvelles bombes thermobariques à l'uranium. Il y a peut-être d'autres substances que nous n'avons pas encore découvertes. Quand on voit ces bébés déformés, on peut même se demander quelles autres substances ont été utilisées. Falloujah, la ville de mes parents, aurait-elle servi de laboratoire pour l'armée américaine? Jusqu'à quand les Irakiens devront-ils subir les conséquences de la guerre? L'administration Bush se vantait d'avoir mené une guerre propre. Mais elle continue de sacrifier des générations d'enfants, aussi bien en Irak qu'aux États-Unis. À Falloujah, 2 à 3 bébés déformés naissent encore chaque jour. La plupart ne vivent que quelques heures. Dans le cimetière, la place réservée à ces victimes sans nom ne cesse de s'agrandir.